Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Avant d'ouvrir la séance, je vais demander qui souhaite être secrétaire de séance. Madame Le Richaume. Ok, merci beaucoup Yvette. La séance est donc ouverte. Elle appelle un ordre du jour qui est même un peu charpenté et qui aura pour plat de résistance, si je puis m'exprimer ainsi, le débat d'orientation budgétaire qui est prévu dans chaque commune de plus de 3500 habitants. Je voudrais remercier l'ensemble des services de la ville pour avoir plus tôt que prévu et plus tôt que d'habitude réuni l'ensemble des éléments de synthèse budgétaire permettant de vous donner un aperçu du budget 2026 et remercier bien évidemment monsieur le directeur général et la direction générale pour avoir conduit l'ensemble de ces préparatifs, ainsi bien entendu que monsieur le premier adjoint en charge du budget. Je prends les délibérations dans l'ordre habituel. La première appel, oui, pardon. Ah oui, il faudrait peut-être faire l'appel, oui, c'est sûr. Du coup, allez-y, monsieur le directeur, merci pour votre vigilance. Merci. Monsieur Yves Gosdoué. Oui, alors je suis effectivement là. Monsieur Laurier Loco. Madame Gaëlle Pioline. Monsieur Soubaï Saïn. Madame Leïla Hardy est absente. Elle a donné pouvoir à monsieur Soubaï Saïn. Monsieur Jacques Duperron. Madame Angela Press. Monsieur Bruno Asselot. Madame Dominique Armand. Monsieur Jean-Pierre Hurel. Madame Nesrine Yanard. Madame Yvette Le Richaume. Monsieur Laurent Jumeline. Madame Sophie Renaudin. Monsieur Thierry Aubin. Il est excusé, il vient d'avoir un petit-fils, donc je le salue et je l'excuse bien volontiers. Madame Annick Robin-Moitry. Monsieur Jérémy Prévost est absent, il a donné pouvoir à Yves Gosdoué. Madame Marem Ndiaye. Madame Chantal Marchand. Monsieur Noël Djezaïri. Madame Lucienne Vincent. Monsieur Gérard Samoyau. Madame Isabelle Gilbert. Monsieur Richard Riouet. Madame Inès Châté. Monsieur Jean-François Brisset. Monsieur Tamine Guyenne est absent. Il a donné pouvoir à monsieur Jean-François Brisset. Madame Sylvie Dufour. Madame Emmanuelle Bergot. Monsieur Pascal Catherine. Monsieur François Leprince. Monsieur Stéphane Bénis. Monsieur Charles-Henri Grigy. Je vous remercie. Merci pour le coup. Encore merci, monsieur le directeur général, de votre vigilance. Je prends les délibérations dans l'ordre qui nous est proposé par l'ordre du jour. Y a-t-il des observations sur le procès-verbal de la séance du 13 octobre dernier? Je n'en vois pas. Je considère donc que le conseil municipal approuve ce procès-verbal. Numéro d'ordre 2, le compte-rendu des décisions prises par mes soins par délégation du conseil municipal. Y a-t-il des questions, des remarques? Je n'en vois pas. Je considère donc que le conseil municipal a pris acte de ce compte-rendu de décision. Je passe la parole à monsieur Soubaï Saïn, s'agissant des ouvertures dominicales qui requièrent un avis du conseil municipal. Comme vous le dites, bonsoir à tout le monde et à toutes et à tous. Ce sont les autorisations ouverture dominicale pour les dimanches.
après concertation avec les organisations syndicales, l'UCIA et la CCI, nous avons opté sur 5 dimanches comme chaque année. Alors je vais vous les citer: le 28 juin 2026, le 29 novembre, le 6, le 13, 20 décembre. Sur ces dates-là, on reste pratiquement sur les mêmes. Juste le 29 novembre qui est un petit peu différent des autres années, on reste sur le Black Friday pour cette année. Et aussi, on a les dates des concessions automobiles. Ça, ce sont des dates nationales. Hein. Ce n'est pas des choses que nous-mêmes, on concerte. C'est sur toute la France. Le 18 janvier, le 15 mars, le 14 juin, le 13 septembre et le 11 octobre. Voilà, ce sont des dates qu'on vous propose d'acter. Merci. Ces dates ont fait l'objet d'une concertation. Pour ce qui concerne les concessionnaires automobiles, Monsieur Saïn vous a indiqué qu'il s'agissait de dates nationales. Pour ce qui concerne le commerce de détail, nous avons concerté au plan local. Je rappelle que le commerce de détail est essentiellement des commerces dans lesquels il y a des salariés. Quand il n'y a pas de salariés, l'ouverture est possible. Exactement. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Des oppositions, des abstentions? Je considère donc que le conseil municipal a émis un avis favorable sur ces dates. Monsieur Saïn, toujours pour les tarifs des marchés et braderies, je précise que l'orientation générale qui a été fixée est une augmentation qui correspond, on le verra d'ailleurs dans le débat d'orientation budgétaire, à l'inflation moyenne des articles de détail à 2%. Voilà, exactement. Comme vous avez dit, monsieur le maire, l'augmentation est de 2%. Vous allez voir que sur les tarifs, c'est très difficile de trouver le juste milieu ou de faire des chiffres arrondis. Exemple, quand vous prenez le premier, ça tombe très bien. Bon, on est à 1,10 €, mais je ne vais pas vous les citer tous, à moins que vous tenez à ce que je les cite. Mais on est à 2 sur. Il y a des tarifs où il y a seulement 2 centimes de rajout, en fait. Voilà. Il n'y a pas grand-chose et du coup, on reste encore à 2% d'augmentation comme chaque année. Parfait, je vous remercie. Je salue l'arrivée de Madame Ndiaye. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Adopté. Je vais passer la parole à Monsieur Jacques Dupeyron pour les délibérations qui sont les siennes, à commencer par les tarifs du cimetière. Merci, monsieur le maire, et bonsoir à toutes et à tous. Oui, tarif du cimetière, donc il est question dans cette délibération de définir les tarifs au 1er janvier 2026. Donc nous n'avons pas de modification dans la structure des tarifs du cimetière tel que nous le connaissons aujourd'hui. On retrouve donc ce qui va concerner les concessions, le columbarium et puis les cavurnes. Et il vous est proposé effectivement d'appliquer une actualisation de 2% sur ce tarif. Merci. Des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Pardon, oui. OK, une abstention de Monsieur Catherine. Parfait. Occupation du domaine public, Monsieur Dupeyron. Moi, j'avais la fourrière animale avant. Ah, pardonnez-moi. Non, je sais pas. Oui. Pardonnez-moi, si vous avez la fourrière animale, effectivement. Okay. Je voulais aller trop vite. Fourrière animale, donc pareil, donc il est question de définir les tarifs au 1er janvier 2026. Donc pas de modification non plus dans la structure du tarif tel qu'on la connaît aujourd'hui. On retrouve donc les frais qui vont concerner la capture des animaux et puis les frais de gardiennage. Et il vous est proposé effectivement d'appliquer sur les tarifs une actualisation de 2%. Je voulais aussi profiter de cette occasion pour vous donner quelques informations sur l'activité de la fourrière animale. Entre le 1er janvier 2025 et le 30 novembre 2025, nous avons donc accueilli 28 animaux, 49 chiens et 19 chats. 39 de ces animaux ont été remis à leurs propriétaires. Il y en a 23 qui sont été transférés à la SPA de Verson.
3 qui sont allés dans des associations comme Family Wanted ou l'Arche Ornaise. Et on a toujours actuellement 3 animaux en fourrière. Bon, cette activité-là est un peu comparable à celle de l'année précédente. On a toujours à peu près 70 animaux qu'on récupère en une année sur la voie publique. C'est ça. Et vous pouvez observer dans les tarifs que nous avons une tarification pour les animaux en situation d'errance sur la commune de Flers et les animaux en situation d'errance sur le territoire d'une commune environnante. On aurait pu penser que ce service aurait pu être de nature communautaire, mais l'agglo est quand même trop grande pour faire cela. Donc en fait, on rend un service à nos collègues maires, mais essentiellement des communes qui sont totalement limitrophes de Flers. Hein, en gros, c'est Saint-Georges, la Lande, la Selle, la Chapelle-aux-Moines, quelquefois la Chapelle-Biche, hein, de telle manière à ce qu'ils ne soient pas démunis parce qu'eux-mêmes ne disposent pas d'une fourrière, et c'est un vrai sujet pour nos collègues. Il est en revanche normal que le tarif soit un petit peu plus cher puisqu'ils n'ont pas participé ni à l'investissement ni au fonctionnement. On fait en sorte, et je remercie les services qui s'en occupent, de protéger au mieux. On a très peu, Dieu merci, d'animaux exotiques, mais de protéger au mieux les chiens et les chats qu'on récupère, parce qu'on se rend souvent compte que c'est des animaux qui sont échappés, que leurs propriétaires les recherchent, que c'est un drame dans les familles, et donc on fait un peu attention à ce qu'on fait, et on a du personnel qui est formé et qui est attentif au bien-être animal dans ce cadre-là. Exact. A-t-il des questions? Des oppositions? Monsieur Catherine, une abstention, j'imagine. Très bien. Monsieur Duperron, l'occupation du domaine public, les tarifs, toujours avec la même orientation. Alors là, il est question effectivement essentiellement de ce qui va concerner les terrasses. C'est donc, on a ce tarif effectivement qui est fait par période de 6 mois par mètre carré. Donc même structure que cette année concernant le tarif. Et là, pareil, on vous propose effectivement de voter une augmentation de 2% sur l'ensemble de ce tarif pour l'année 2026. Merci. Des demandes de prise de parole, des oppositions, des abstentions? Adopté. Même chose, tarif pour les salles et matériels. Alors, salles et matériels, donc la salle dont on parle là est la salle du Pont-Ferron. Donc là, il y a une gratuité sur cette salle-là, telle que c'était jusqu'à présent. Ensuite, vous avez effectivement un tarif qui va concerner lorsqu'on fait des prêts de barrières, de podium, de stand, ou des choses comme ça. On a la même structure de tarif à nouveau que celle qu'on avait cette année. Et là, pareil, on vous propose sur ces tarifs-là d'actualiser à hauteur de 2% pour 2026. Des questions, des oppositions, des abstentions? Adopté. Monsieur le maire adjoint, toujours l'aménagement de la rue de la Géroudière. Alors la rue de la Géroudière, donc on parle effectivement de la partie de la Géroudière entre le rond-point du Pont-Ferron et le lycée Guénaud. Donc ça s'inscrit dans la continuité de la rénovation de l'entrée en venant de la Selle-la-Forge. Donc il est question effectivement de refaire cette portion de rue. Pourquoi? D'abord parce qu'elle est très endommagée, mais également donc trouver une solution pour fluidifier et apaiser donc tous les modes de déplacement, que ce soit effectivement piéton, vélo, VL ou PL, sécuriser les carrefours et aménager pour faire respecter donc la vitesse à 50 km/h. Donc sur cet aménagement-là, donc nous avions une délibération numéro 723/2025 du 17 mars 2025. Donc on avait adopté le projet d'aménagement de la rue de la Géroudière. Et donc la désignation également d'un mandataire pour la maîtrise d'ouvrage de cette opération. C'est la société, donc la Schéma, qui a été retenue en tant que mandataire le 4 juin 2025. Et la Schéma a ensuite procédé effectivement à une sélection d'un maître d'œuvre et a sélectionné le cabinet Bourgeois.
Donc, il vous est demandé effectivement dans cette délibération d'approuver donc l'aménagement de cette rue et également de prendre en compte tout l'aspect financier, destination financière de cette opération. Vous retrouvez un tableau dans lequel vous avez toutes les dépenses, que ce soit effectivement les dépenses d'honoraires à études, les travaux, et vous avez ça effectivement sur le tableau qui est présenté. Donc, il vous est demandé d'approuver effectivement le projet d'aménagement actualisé de cette rue de la Géroudière, d'approuver également le montant de l'opération actualisée et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce projet. Merci beaucoup, Monsieur le maire adjoint. C'est une opération en fait qui est une opération combinée avec la rénovation, la réhabilitation globale de l'entrée de ville de la Forge, qui est une compétence de la communauté d'agglomération. Nous avons l'an passé, j'allais dire, fait tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire la reprise des réseaux d'eau potable, d'eau usée, de pluviale, l'effacement en lien avec le TE 61 des réseaux électriques, le remplacement des lampadaires, de l'éclairage public, du rond-point d'impact de la Rocade jusqu'au rond-point du Pont-Ferron. Et donc nous repartons du rond-point du Pont-Ferron pour remonter jusqu'au lycée et rejoindre les aménagements qui avaient été réalisés il y a quelques années dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain Saint-Sauveur. Pourquoi cette nouvelle délibération? Vous aviez, mais vous en avez sans doute le souvenir, validé un coût des travaux, mais nous n'avions pas les frais d'environnement, honoraires et études, qui se montent à 63 000 €. Et donc, c'est l'objet de cette délibération. Effectivement, nous avons un mandataire qui est la Schéma et un maître d'œuvre qui est le cabinet Bourgois, que je recevrai assez prochainement pour essayer de faire accélérer cette mesure, parce que la voirie est vraiment très dégradée à cet endroit-là. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Duperron, une délibération que nous avions retirée la dernière fois sur une belle opération, 44 logements avec un investisseur privé qui est Nexity, et derrière une vente en état futur d'achèvement par Orne Habitat sur le quartier des Vallées, juste en face de l'école des Vallées. Ça viendra compléter le lotissement de la Bissonnière qui lui aussi sortira de terre dans le même temps, c'est-à-dire en début d'année. J'ai confirmation que là, les travaux vont commencer en tout début d'année 2026. Il s'agit de dénommer la voie, et je pense qu'on a trouvé une solution qui est la plus simple et la moins impactante possible pour les habitants. Oui, tout à fait. Oui, donc effectivement, dans cette délibération, il est question de trouver une dénomination à la rue que vous voyez sur le plan en rose. On s'est posé pas mal de questions pour effectivement trouver un nom original à cette rue-là. Il faut savoir que dans la partie que vous voyez à gauche du plan, donc on sort sur la rue, l'allée Jacques Brel. On a pensé effectivement, et on vous propose d'appeler donc cette rue allée Jacques Brel, c'est-à-dire de continuer effectivement donc ce qui est sur la gauche du bâtiment. Il faut savoir que sur la gauche du bâtiment, dans cette allée Jacques Brel, aujourd'hui, donc on a une numérotation qui est faite en métrique, qui va du numéro 30 au numéro 156 et du numéro 35 au numéro 157. Nous sommes en métrique là. Donc, ce qu'on propose effectivement, c'est de faire dans les restes de cette rue-là, de l'allée donc Jacques Brel, une numérotation donc classique, séquentielle. Et dans ce cas-là, on aurait des numéros qui seraient entre le 1 à 23 et 2 à 24. Donc, ce qui fait que c'est cohérent
que l'ensemble des 2 quartiers Ouais. seront desservis par une allée Jacques Brel Tout à fait. et qu'aucun numéro ne viendra chevaucher les autres. Non. C'est-à-dire que les gens n'ont pas à changer leur adresse, ils conservent leur adresse, et les nouveaux auront des numéros toujours sur une allée Jacques Brel, et ça me paraît cohérent plutôt que d'aller chercher des choses Tout à fait. dont les fondamentaux ne sont pas forcément établis. Non. Et Donc on aura juste Oui. une remarque pour les services. Moi, j'ai encore à l'ordre du jour une Oui. délibération les Vallons, Oui, c'est ça. et donc il faudra la modifier. Ok. On aura juste un trou, effectivement, de numéro entre le 24 et le 30. Oui, mais Parce que ça je n'a vous pas dis, d'importance. effectivement, là, on est au maximum le 24 et on commence de l'autre côté au 30. D'accord. Mais Il y a ça juste n'a ce pas trou-là. d'importance du moment que c'est Mais ça n'a pas homogène. d'importance, parce que... Voilà. C'est parfait. Et, Donc, ce qu'on propose, c'est ça, c'est de faire effectivement... et là, on d'appeler- va pas aller embêter les gens. continuer là. Très bien. Il reste juste à l'entrée, donc, effectivement, de 4 habitations qui, elles, sont effectivement donc, Qui sont numérotées aujourd'hui- route de Gers. Qui sont aujourd'hui numérotées Route route de de Gers. Gers. Donc ça, Je on pense touchera qu'il ne pas ça. faudra pas y toucher. On ne va pas toucher ça parce que Très ça bien. pose trop de problèmes de changer les adresses Très bien. après. Parfait. Est-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Duperron, pour le coup, la formalisation d'une convention avec la SNCF pour l'occupation du domaine public de 2 places de stationnement. Donc, on a reçu effectivement une demande de la SNCF pour qui sollicitait la mise à disposition de 2 places de stationnement sur le parking de la gare. Cette place étant donc destinée à leur personnel. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qui existent mais qui ne sont pas formalisées. Donc, on a prévu effectivement cette convention qui autorise donc, la SNCF à occuper 2 places de stationnement. Alors, les places de stationnement, vous verrez sur le plan qui se situe sur le parking lorsque vous êtes face à la gare, sur le parking de droite et au fond. D'accord ? Vous avez ça sur le plan qu'on peut voir ensuite. Alors, cette convention donc, l'autorise effectivement d'occuper ces 2 places de façon permanente, elle devrait y réserver. Et la convention prévoit effectivement que le montant de la redevance mensuelle sera fixé donc, à 150 € par place, donc 300 € donc, par mois, concernant les 2 places de stationnement. Vous voyez sur le plan, vous avez les places qui sont définies par rapport à la gare, vous le voyez là. À savoir que la SNCF posera également donc, sur les 2 places des arceaux donc, de parking. Mais ça, ce sont des frais qui sont à la charge de la SNCF. Voilà, donc il vous est proposé effectivement d'adopter cette convention, d'approuver cette convention donc avec la SNCF concernant la réservation de ces 2 places de stationnement. Merci, monsieur le maire adjoint. Je profite de cette délibération pour rappeler l'attachement de la municipalité à l'ouverture physique de la gare de Flers et à la continuation de la vente physique de billets dans la gare de Flers. Cette convention est d'ailleurs attachée à cette fonction. Les ventes de billets en gare de Flers sur les dernières années ont augmenté de plus de 30%, ce qui est absolument significatif et qui indique clairement l'activité, et en particulier l'activité économique et touristique et familiale sur notre gare. Et nous aurons, avec l'ensemble des collègues maires qui sont sur la ligne Paris-Granville, bientôt une réunion avec le président de région pour voir dans quelle mesure, en tout cas le segment Dreux Granville pourrait repasser sous le contrôle national. Vous savez, on disait de Paris-Granville dans le temps que c'était la plus petite des grandes lignes, grande ligne signifiant ligne nationale en réalité. Beaucoup de choses ont été faites. Je saluais le président de région de ce point de vue parce que j'en ai souvent discuté avec lui et qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, et en particulier une amélioration significative qui est l'arrivée de la quasi-totalité des trains, non plus à Vaugirard, mais gare Montparnasse,
ce qui est quand même pas exactement la même chose pour les usagers. Et je crois qu'il y a encore aussi une très belle amélioration de la régularité de la ligne, la résolution, rappelez-vous, des fameux problèmes de feuilles sur cette ligne. Donc les choses vont beaucoup mieux. Il ne faut pas pour autant s'endormir sur nos lauriers. Et je pense qu'il y a encore des choses à faire et des assurances à obtenir du ministre des Transports. Sur ces 2 places de parking, y a-t-il des oppositions, des demandes de prise de parole, des abstentions? Adopté. Monsieur Dupeyron, pour la création d'une servitude aux abords de la salle Madeleine-Lointier. Oui, effectivement, à la demande de monsieur et madame Jean Rosé, donc, qui sont propriétaires de la parcelle BY 74. Donc, BY 73, comme vous voyez, ça correspond effectivement au centre Madeleine-Lointier. Monsieur et madame Rosé habitent, sont propriétaires de la parcelle BY 74 et ils ont donc effectivement un garage que vous voyez représenté sur le petit plan. Et donc, ils ont l'habitude, c'est normal, de passer dans cette partie-là pour aller ranger leur voiture ou pour aller au garage. Mais il n'y avait pas donc d'instauration, donc de servitude concernant ce passage. Donc là, il est question effectivement dans cette délibération d'instaurer une servitude de passage sur la parcelle donc BY 73. Donc, il vous est demandé d'instaurer donc, il faut proposer de bien vouloir instaurer donc par acte notarié une servitude de passage sur la parcelle BY 73 au profit du propriétaire. De préciser que les frais donc d'acte notarié seraient à la charge effectivement du bénéficiaire de la servitude. Voilà. Bien, merci, monsieur le maire adjoint. C'est en réalité la simple reconnaissance d'une servitude qui existe déjà, puisque depuis très longtemps, oui. monsieur et madame Rosé, depuis un certain nombre d'années, certainement plus de 30 ans, utilisent de manière habituelle et paisible cette servitude. Je pense qu'à un moment donné, c'est mieux pour eux de l'avoir écrit dans un acte plutôt que d'avoir à le prouver ensuite. Nous, ça ne nous dérange absolument pas, puisque c'est le fonctionnement habituel de ce passage-là. Donc, il n'y a pas de difficulté à faire droit à la demande de monsieur et madame Rosé. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour eux. Je vais passer la parole à madame Armand pour les délibérations qui sont les siennes et dans un premier temps pour les tarifs du domaine de Pont-Ramon. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc je vais vous donner la délibération par rapport au domaine de Pont-Ramon, mais je souhaiterais vous faire un petit rappel par rapport à l'année dernière. Donc vous savez que l'année dernière, on a augmenté assez fortement le tarif de Pont-Ramon pour pouvoir être dans les prix par rapport aux autres hébergements de ce type de la région. Et nous avions aussi fait 2 tarifs, un tarif pour les Flériens, un tarif préférentiel et un tarif pour les gens extérieurs à Flers. Et nous avions fait aussi une création par rapport au week-end de Noël ou au week-end de la Saint-Sylvestre, où il y avait un certain nombre de demandes, mais que sur 24 heures. Donc nous avions créé aussi ce nouveau tarif. Je vous rappelle que Pont-Ramon, depuis plusieurs années, augmente tous les ans son occupation. Cette année, ça a augmenté de 7%. Tous les week-ends sont pris presque un an à l'avance. Là, nous sommes en fin 2025 et tous les week-ends 2026 sont pris. Donc, voilà, sont pris sont réservés et sont pris. Donc, au niveau de cette année, par rapport à l'augmentation des tarifs, on est parti sur la base de 2%, comme sur le reste d'autres délibérations. Ce qui fait pour la salle réfectoire et accès cuisine de la maison de maître un tarif actuel qui était à 103,33 €, qui va passer à 105 € hors taxe.
Et pour la maison, pour vous donner un tarif par rapport à l'ensemble de la maison de maître, la maison de maître pour le tarif flérien était à 1 906 € TTC et elle passe à 1 944 TTC avec 46 couchages, un couchage secteur handicapé où on peut accueillir jusqu'à éventuellement 6 personnes. Et vous avez tout le site qui est à votre disposition. Donc, nous avions aussi réajusté l'année dernière le forfait drap qui était inférieur en fait à ce qu'il nous coûtait. Donc là, tout est à jour et tout est correct par rapport à la tarification. Donc, je vous remercie d'écouter ces propositions et de voir pour les valider si possible. Merci, Madame le maire adjoint. Remercier aussi, en profiter pour remercier les personnels qui font fonctionner Pont-Ramon, qui accueillent toute l'année les gens qui font la location, avec un taux de remplissage qui est extrêmement élevé, parce que en gros, Pont-Ramon est loué d'une année sur l'autre, et vous ne pouvez pas l'avoir à moins de 2 ans de distance. Tout à fait. Mais c'est un gros travail et une grosse organisation. Merci à eux. Des demandes d'intervention, des oppositions, des abstentions. Abstentions. Merci. Madame Armand, les tarifs de la salle de la Petite A. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, la mairie a repris en gestion la salle de la Petite A en début d'année 2025, suite le personnel les gens de l'amicale qui géraient la salle ne pouvaient plus s'en occuper. Donc, ce qui a été fait en début d'année, c'est que nous avons repris les tarifs qui étaient donnés par l'amicale de la Petite A, et là, nous les avons augmentés de 2%. Par contre, les tarifs peuvent vous paraître éventuellement pas très chers, mais c'est que les frais de chauffage sont à part. Donc les frais de chauffage, parce que le coût du chauffage est quand même assez important dans cette salle. Donc dès qu'on remet les clés à des locataires pour la journée ou pour la soirée, etc., le compteur est relevé et le compteur est relevé quand on vient rechercher les clés pour l'état des lieux. Donc ça, je pense que c'est important de le signaler. Donc pour vous donner un exemple de tarif pour la grande salle, du vendredi 8h au samedi 20h, les tarifs actuels étaient à 340 € et là, elle passe à 347 €. Oui, merci Dominique. C'est une salle historique, hein, comme vous le savez, de Flers. Elle a une histoire, elle a un passé, elle a accueilli les républicains espagnols, elle a été le cœur battant de la laïcité quand cette notion ne s'imposait pas constitutionnellement à nous. Et nous l'avons repris, vous avez bien voulu en décider ainsi, à la demande du regretté président Roland Pioline et à la demande de mon ami Michel Cosson. On n'avait pas le choix de toute façon, puisque les textes des délibérations de l'époque prévoyaient qu'il fallait reprendre ce bâtiment. Même si on avait eu le choix, nous aurait demandé de le faire, parce que c'est le patrimoine flérien, c'est son patrimoine historique et c'est son patrimoine architectural aussi, compte tenu de la façade art déco qui orne la rue Simon, avec un bâtiment d'une architecture très très typique, puisqu'en réalité c'est un bâtiment métallique qui ça se voit pas de l'extérieur, mais toute la structure porteuse est en réalité métallique. On aura dans les années à venir, parce que je suis très attaché au patrimoine, des décisions à prendre, mais de toute façon, c'est une salle qui restera, qu'il faudra sans doute rajeunir, si on veut en avoir l'utilité la plus complète naturellement.
On vous proposera, monsieur le premier adjoint, vous proposera au budget, peut-être même un peu avant, quelques petites sommes pour essayer d'améliorer l'ordinaire, mais ce n'est pas ces sommes-là qui permettront de remettre la salle complètement à flot, mais ça permet de l'utiliser en attendant. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. De position? Vous vous abstenez? Très bien. On passe ensuite aux étangs du château, les droits de pêche. Alors, pour la 4e année, les droits de pêche au niveau de l'étang du château sont gratuits, sauf les concours. Et les concours sont à 3 € par jour et par ligne. Donc en 2025 est proposé à 3,10 €. Mais il n'y a pas eu de concours l'année dernière, vu l'eau de l'étang. Voilà. Donc il vous est proposé de bien vouloir accepter cette tarification. Merci. Sur les étangs, un mot tout de même. Nous avons fait des travaux qui ne se sont pas forcément vus, mais comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, et les vieux flériens n'avaient pas vu ça, nous avons eu un gonflement des étangs qui provoquant une surverse sur la partie de la digue qui n'est évidemment pas faite pour cela, et qui ont provoqué l'inondation du bar de l'aviation, du parking du Carrefour, et ça s'est arrêté, du Villa Verde, et ça s'est arrêté juste à la limite du Carrefour. On devrait avoir réglé ce problème-là, puisqu'on a élargi les critères de crue qui devrait permettre d'éviter à l'avenir, même en cas de gros orages sur la chapelle Biche et la chapelle aux Moines, parce que c'est de ça dont il s'agit avec le gonflement du Ariel, qui devrait permettre d'éviter une surverse. La surverse étant extrêmement dangereuse, puisque les digues sont faites pour être poussées par le bas, pas pour être érodées par le haut. Et donc on a toujours un risque de renversement de la digue quand on a une surverse. Par ailleurs, nous sommes en train d'étudier le fait de déconnecter le Ariel des étangs de telle manière à ce qu'on puisse ensuite faire un curage utile des étangs qui devrait nous éviter d'avoir le développement de blooms algales comme on a maintenant tous les ans avec la température. Pourquoi est-ce qu'on a ça? On a ça parce que en fait, le Ariel amène des sédiments dans les étangs, et c'est ces matières en suspension qui nourrissent le développement des algues et provoquent l'eutrophisation qui nous conduit de temps en temps à interdire la pêche. Voilà. Donc il ne se fait pas rien, mais c'est un peu long, parce que, comme vous le savez, le site est classé. Il nécessite, à chaque fois qu'on y touche, et ça a été le cas pour un écrêteur de crue dont je parlais tout à l'heure, qui ne se voit même pas, une autorisation spéciale ministérielle. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vais suppléer Madame Hardy, qui ne pouvait être parmi nous ce soir, pour une délibération classique de fixation des valeurs de fonctionnement pour chaque élève en préélémentaire et élémentaire dans nos écoles, ces valeurs étant, comme vous le savez, la valeur de référence qui permet ensuite le calcul pour Flair-Aglo de sa participation aux établissements d'enseignement privé sous contrat d'association. Vous avez donc les valeurs devant vous. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Une abstention aussi.
Très bien. Parfait. Je vais passer la parole à Madame Presse. Vous avez la parole. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors moi, j'ai 3 délibérations. La première concerne une avance de subvention pour l'association Oxygène, qui est basée au centre Émile Albo, qui propose du coup des activités culturelles et essentiellement des cours de danse. Et comme chaque année, en fin d'année, pour un souci de trésorerie, on leur fait une avance. L'année dernière, la subvention totale était de 13 000 €. Donc pour 2026, on verra ça dans le budget, mais en tout cas, la demande d'avance est de 2 000 €. Ça permet d'assurer la transition en fait entre 2025-2026 et notamment les payes des salariés de cette association. C'est ça. Voilà, donc on vous demande de bien vouloir voter cette avance sur subvention. Merci. C'est une délibération habituelle. Des questions, des oppositions, des abstentions? Adopté. Ensuite, on passe au partenariat avec le Fonds départemental d'art contemporain. Oui, ça c'est assez nouveau. Vous savez qu'on fait tous les ans au musée une exposition temporaire. La dernière s'est achevée en novembre avec un super siestacle. L'expo était autour de la sieste et du repos. Et pour l'année prochaine, on a décidé de collaborer avec le conseil départemental à travers le Fonds départemental d'art contemporain, donc le FDAC, qui va nous accompagner pour réaliser la prochaine exposition qui aura lieu de mai à novembre. Donc habituellement, on pioche, on va dire, dans nos archives, dans notre réserve d'œuvres située sous les toits du château après avoir décidé d'une thématique. Et là, c'est ce qu'on va faire également. Et puis, on va chercher dans les musées aux alentours des œuvres en rapport avec le thème. Mais là, c'est surtout avec le FDAC qu'on va collaborer pour la prochaine exposition, dont la thématique, c'est le scoop de la soirée, sera l'amour. Voilà. Merci Angela. Je me réjouis de cette collaboration parce que le FDAC est un fonds qui est très bien doté dans le département de l'Orne. Il a été monté il y a des années, lorsque le département avait encore un office départemental de la culture, par Martine Gasnier à l'époque. Je me souviens très bien parce que j'y ai participé. Et la qualité du FDAC de l'Orne n'a rien à envier au fonds régional. Et il y a des œuvres vraiment inspirantes. Et je ne doute pas que sur le thème de l'amour, vous trouverez l'inspiration nécessaire pour monter une très belle exposition. Madame Pioline fait un rapport entre l'amour et la sieste. Je rappelle que les deux expositions sont distinctes dans le temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a essayé de trouver un trait d'union quand même. Très bien. Non, enfin c'est bien, c'est un vrai plus. Oui, ça va être une chouette collaboration. Des oppositions, des abstentions? Ensuite, on va passer à quelque chose de moins glamour, les tarifs du centre Madeleine-Nointier. Certains spectacles peuvent être glamour au centre Madeleine-Nointier. Donc là, il s'agit de la nouvelle tarification pour 2026 avec une augmentation proposée de 2% par rapport au tarif précédent, sachant qu'on peut louer cette salle à la journée, à la demi-journée. On peut aussi louer le studio qui se trouve au 2e étage, qui est un joli plateau qui sert régulièrement à plutôt de la danse ou du théâtre. La danse. Voilà. Donc, voilà,
je vous laisse découvrir les nouveaux tarifs avec les 2% d'augmentation. Oui, il Voilà. n'y a pas grand changement. Des demandes de prise de parole, une abstention, j'imagine. Pas d'abstention par ailleurs, pas d'opposition. Je vous remercie. Monsieur le Premier adjoint, on va passer au débat d'orientation budgétaire. Bien, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, le débat d'orientation budgétaire ce soir, je vais essayer d'être aussi complet qu'exhaustif pour nous permettre peut-être d'avoir justement un débat, comme son nom l'indique, sur les orientations budgétaires, préalablement au budget de l'année 2026 que nous devrons voter dans les 2 prochains mois. Alors sur le contexte, on va dire, qui encadre nos contraintes budgétaires, on a d'abord effectivement le contexte économique européen avec finalement une stabilisation de l'inflation qui redescend et une différence entre les États puisque en France on est effectivement aujourd'hui une inflation un peu plus de 1%, alors qu'au niveau européen, on est sur une moyenne à 2,2%. Pour 2026 et 2027, la croissance est prévue à 1% pour 2026 et 1,3% dans la zone euro pour 2027, et puis l'inflation respectivement de 1,7% et de 1,9%. Au niveau national, vous avez récemment, au 3e trimestre 2025, une croissance du PIB qui s'est accélérée de 0,5% par rapport au trimestre précédent. On pourrait indiquer que ça marque une légère reprise économique qui est essentiellement portée par l'exportation et les investissements des entreprises, mais prudence puisqu'effectivement nous sommes aussi sur, j'allais dire, une espèce d'économie plate, puisque vous avez aussi, certes, une baisse du prix de l'énergie qui recule, puisqu'on est à moins 4,5% sur un an, mais on a aussi effectivement une hausse des prix qui est concentrée dans les services, alors que selon les chiffres officiels, les prix dans l'alimentation se stabilisent, même si ça reste bien évidemment bien trop élevé pour la majeure partie de nos concitoyens. En ce qui concerne la dette publique, vous avez, on le sait tous, une augmentation de cette dette, et celle-ci en 2025 est estimée à 116% du produit intérieur brut, avec, vous l'aurez remarqué, une part des collectivités territoriales dans le poids de la dette qui est largement stabilisée depuis les 30 dernières années, avec aussi la part de la dette de la sécurité sociale dans la dette de l'État, de la dette publique, aussi qui reste stable par rapport effectivement à celle de l'État qui, elle, au gré des crises, eh bien, vous voyez, en 2008, c'est la crise des subprimes, on a une augmentation de 69 à 83% entre 2008 et 2010, et puis la période Covid, où effectivement, on a eu cette brutale augmentation avec le quoi qu'il en coûte, qui a sans doute aussi en partie permis à nos entreprises de ne pas subir des désastres économiques. Mais le problème, c'est que vous voyez qu'entre ces deux crises, on n'arrive pas à faire baisser la dette publique dès lors qu'elle augmente de manière drastique, même si j'observe que les 2 dernières fois où cette dette a été diminuée d'une part et stabilisée de l'autre, c'était la première fois sous Lionel Jospin et la deuxième fois sous François Hollande.
En ce qui concerne la comparaison des dettes européennes, vous voyez que la France est dans les 3 derniers pays, on va dire, avec une dette aussi élevée. Derrière nous se trouvent l'Italie et la Grèce. La situation des collectivités locales est en trompe-l'œil, puisque même si effectivement on peut considérer que le taux d'épargne brute, c'est-à-dire la capacité des collectivités locales à investir, s'est stabilisée, on voit bien que la situation financière des départements, dont les missions principales, alors j'entends parfois, ou je lis parfois sur les réseaux que 60% du budget du département c'est le social et qu'il y a trop de social, sauf qu'en réalité, les missions premières du département, c'est le social. Donc il est évident que celle-ci représente la grande majorité des dépenses. Et je rappelle que le social ne correspond pas qu'au RSA, ça correspond aussi aux dépenses liées au vieillissement de la population. Et je vois que, je te regarde pas Yvette, je balaye du regard la salle. Mais c'est le vieillissement de la population, et on a aussi effectivement l'aide sociale à l'enfance qui aujourd'hui effectivement souffre. Et donc vous voyez que c'est le cas pour le département de l'Orne, mais c'est aussi le cas pour tous les départements. C'est la raison pour laquelle vous avez une dégradation des taux d'épargne brute de ces 2 dernières années. Sur le bloc intercommunal et communal, on a une stabilisation qui effectivement reste fragile, puisqu'on a une participation des collectivités territoriales, et donc en ce qui nous concerne le bloc communal, à l'effort de redressement des comptes publics dans un dispositif qu'on appelle d'illico, qui concernait effectivement 1 milliard d'euros des dotations l'année dernière, et qui, selon le projet de loi de finances, concernera 2 milliards d'euros, avec effectivement un lissage de ces dépenses de manière à contribuer à l'effort de redressement des comptes publics. Et je tiens à préciser que la ville de Flers n'est pas encore concernée par ce dispositif. Sur les dotations globales de fonctionnement, on a à la fois la DGF et puis effectivement la DSU. Vous allez voir qu'on a prévu pour 2026 une stabilisation, même si on a une légère augmentation de la DSU et une légère inflexion de la DGF. On est quand même sur une stabilité des dotations en ce qui concerne la ville de Flers. Et puis vous avez aussi dans le projet de loi de finances 2026 la création d'un nouveau fonds d'investissement pour les territoires, le FIT, F-I-T, qui regroupe 3 dotations historiques, la DETR, la DSIL et la DPV. Je vous le donne dans le mille. La création de ce FIT n'a pas pour objectif d'augmenter les dotations aux investissements, mais de les réduire. C'est un fonds qui porte bien son nom. C'est un fonds qui porte bien son nom. Puisqu'on passe de 1,8 milliard à 1,4 milliard. Donc, voilà. D'un coup de baguette magique, vous avez 400 millions qui disparaissent. Donc 400 millions, je rappelle que 80% de l'investissement public, ce sont les collectivités locales qui le font. Donc vous réduisez de 400 millions d'euros l'aide à l'investissement des collectivités. C'est derrière, évidemment, des milliards d'euros d'investissements publics qui ne se feront pas, puisque vous avez effectivement des opérations, et comme on le voit à chaque fois, qui sont conditionnées évidemment au niveau de subventions, de dotations que vous recevez. Et donc, en fait, l'effet multiplicateur des investissements des collectivités locales, lorsque vous les réduisez, ça a l'effet strictement inverse. Et donc, derrière, c'est aussi l'économie locale qui peut sans doute en pâtir. Le fonds vert, se peindre le visage en vert n'est plus à la mode. Et surtout très coûteux, parce qu'il n'y en a plus de fonds verts. Il n'y en a presque plus. Ouais. On est passé de 2 milliards d'euros l'année dernière à 1 milliard d'euros en 2025, et visiblement, 650. On serait à 650 millions d'euros. Donc
un fonds qui a été divisé par 4 en 2 ans. Je rappelle qu'effectivement, le fonds vert il a toujours pour objectif, même si forcément l'objectif est moins ambitieux, a pour objectif d'accélérer la transition énergétique et écologique dans les territoires. Et sur nos projets, c'est du concret. Et évidemment, si on a moins de fonds verts, on aura sûrement aussi moins d'investissements dans le domaine. Revalorisation des bases fiscales, celle-ci est revalorisée grâce à un mécanisme qui est prévu par le Code général des impôts, et ce depuis 2018. Et donc c'est en fonction de l'inflation constatée qu'on augmente les bases de la fiscalité locale. Et donc pour l'année prochaine, il serait prévu d'augmenter celle-ci de 1%. Je rappelle qu'en 2023, c'était une augmentation de 7,1%, et en 2024 de 3,9%, et puis en 2025, les bases avaient augmenté de 1,7%. Au niveau national, toujours, il y a une modification de la compensation fiscale qui va entraîner pour la ville de Flers notamment une baisse de 122 000 € liée à la compensation sur les locaux industriels. C'est la fin de la compensation dynamique à l'euro près qui avait été annoncée par le gouvernement lors de la mise en place de la réduction des impôts dits de production en 2021. Encore une illustration par laquelle, effectivement, il ne faut surtout pas croire ceux qui vous disent qu'on compense à l'euro près, eh bien, j'allais dire, des recettes fiscales que vous perdriez par l'effet soit de la loi ou du règlement. Il aura fallu moins de 4 ans à l'État pour renier sa parole. Ça va nous coûter cette année 122 000 €. Autre disposition, notamment concernant le fonds de compensation de la TVA, qui part surtout du FCTVA pour les investissements, mais ça concernait aussi une partie des dépenses de fonctionnement, comme l'entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux et du cloud, l'informatique en nuage. Eh bien, c'est la fin de cette compensation pour la ville de Flers. Ça sera, vous le verrez, une baisse à peu près de plus de 10 000 € liée à la fin du FCTVA pour les dépenses de fonctionnement. Et puis, autre mesure qui va impacter de manière directe notre budget en 2026, ça sera l'augmentation des taux de cotisation employeurs, des cotisations retraite, la CNR-ACL, de 2025 à 2027. Et donc en 2026, on aura une hausse de 3 points. Vous le verrez pour la ville de Flers, donc décision effectivement nationale qui impacte tout le monde. Et pour nous, c'est 220 000 € sans compensation, effectivement, de l'autre côté. C'est 2% de la masse salariale. Ce qui m'amène aux perspectives budgétaires pour notre ville. Et on nous annonce la même chose pour 2027 et la même chose pour 2028. Exactement. Alors, une petite coquille que je relève, c'est le budget 2026 de la ville de Flers poursuivra toujours les deux objectifs qu'on s'était effectivement donnés pour la 16e année consécutive, c'est-à-dire celle de ne pas augmenter les taux d'imposition, et puis évidemment poursuivre les travaux d'équipement structurants en intégrant les dépenses obligatoires que nous devons absorber. Et donc, comme vous l'avez vu, je vais en parler, mais avec des recettes de fonctionnement qui ne sont absolument pas dynamiques. Donc, si vous avez... Il n'y a plus de son ? Ah, pardon, c'est moi qui... C'est moi qui... C'est bon ? Voilà, parfait. C'est bon. Donc, je disais que... je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc, il va falloir faire attention à nos sous. Voilà. Parce que d'un côté, on a des recettes qui augmentent très très peu, et de l'autre, on a des dépenses, notamment de fonctionnement, qui sont obligatoires et que nous devons effectivement intégrer. Donc si on veut continuer à investir, il faut effectivement faire des économies liées notamment à notre fonctionnement et qui nous permettent de pouvoir continuer à investir dans nos équipements structurants. Donc si je fais une petite photo 2025, même si
On n'a pas encore, évidemment, une photographie globale de la situation pour cette année. Eh bien, les recettes de fonctionnement, en ce compris les produits de cession, atteigneraient en 2025 19 102 000 euros et des dépenses à hauteur de 16 256 000 euros pour une épargne de gestion de 2 845 000 euros à laquelle il faut enlever les frais financiers et le remboursement de la dette en capital, ce qui nous donnerait en 2025 une épargne disponible de 1 772 000 euros, soit un taux d'épargne brut de 12,98%, qui nous ramènerait, alors ça s'arrête en 2022, mais vous verrez effectivement les années encore antérieures, à un taux épargne brute qui est comparable effectivement à celui qui est présenté, j'allais dire, ou dégagé tous les ans par la ville de Flers, les années 2023-2024 étant assez exceptionnelles, puisqu'on avait des hausses, notamment des bases, qui permettaient justement de pouvoir finalement, si on maîtrisait nos dépenses correctement, de dégager des marges de manœuvre un peu plus importantes pour pouvoir financer notre investissement. Pour 2026, en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, vous voyez que les dotations, elles sont flattes. Les dotations de la ville de Flers, qu'on estime, sont peu ou prou celles de 2025. Donc vous n'avez aucune dynamique liée aux recettes que nous verse l'État. Donc à hauteur de près de 6 millions d'euros. Avec une fiscalité, donc par ailleurs, qui, elle, n'augmente pas non plus, puisque en 2026, on table sur des recettes fiscales, donc taxes d'habitation pour ceux qui la payent encore, taxes foncières, et sur le foncier non bâti, à hauteur de 8 024 000 euros, soit une hausse de 31 000 euros. Rien, quoi. Bon. Donc vous voyez, dotation et recettes, finalement, on a 30 000 euros d'écart, puisqu'effectivement, si je reprends l'intégralité, bon, je vais un petit peu trop vite, mais si on additionne les deux, vous voyez qu'on n'a aucune dynamique. De l'autre, si vous avez des dépenses que vous devez absorber et qui sont décidées par les autres, sans compensation, je pense au taux de cotisation retraite à hauteur de 220 000 euros, si vous voulez continuer à investir à peu près ce qu'on dégage tous les ans, c'est-à-dire 1 million d'euros, vous avez intérêt de faire des économies de l'autre côté, notamment dans nos charges générales. Si vous ne le faites pas, c'est la dégradation immédiate de vos comptes. C'est évidemment la nécessité de faire des choix encore plus drastiques que d'habitude. Ou alors, c'est de faire un autre choix que nous refusons de faire depuis 16 ans, c'est-à-dire celui d'augmenter les impôts. En ce qui concerne, je pense effectivement que ça, j'en ai parlé. Donc, pour récapituler les recettes de fonctionnement, on est effectivement à 18 492 000 euros. Donc, vous voyez les 30 000 euros d'écart dont je parlais avec le budget primitif 2025. Je rappelle qu'on est au stade de l'orientation budgétaire, mais ça nous laisse déjà une bonne idée de nos contraintes liées à la construction du budget 2026. En ce qui concerne les dépenses, si je prends les charges à caractère général, il y a deux facteurs sur notamment le coût de l'énergie, que ce soit fluide, électricité, etc., carburant. Il y a deux facteurs qui nous motivent à baisser finalement de 200 000 euros la prévision budgétaire liée à cette dépense. C'est la première, la baisse du coût de l'électricité, qui est réelle. On a parlé de moins 4,5%. Mais de l'autre, ce sont aussi des économies d'énergie que nous faisons avec la réduction de l'éclairage public, en tout cas du temps d'éclairage public la nuit, qui permet aussi d'expliquer cette baisse des dépenses, et notamment cette prévision qui baisserait en 2026 par rapport à 2025 de plus de 250 000 euros. Oui, de ce point de vue, je peux peut-être, puisqu'on a maintenant le recul nécessaire, faire un point
sur le passage entièrement au LED de l'éclairage public dans Flers. Nous avons décidé le 25 octobre 2022, donc c'est quand même pas hier, de réduire, non pas d'éteindre, mais de réduire le temps d'éclairage de manière globale et sur l'ensemble des quartiers de la ville de 23h à 6h du matin. L'économie que nous avons ainsi réalisée lorsque on cumule les deux mesures, c'est-à-dire la mesure de limitation de l'éclairage nuitamment et la mesure du passage au LED, nous a permis de passer d'une consommation de 1400 MWh à une consommation de 427 MWh. Le prix de l'inaction pour 2026, si nous n'avions rien fait, eût été de 255 000 € en plus, le prix de l'inaction. L'économie attribuable à chacun des deux facteurs est de 78% pour la limitation de la période d'éclairage et de 22% pour le passage au LED. Donc, je dis ça pour, à un moment donné, objectiver l'ensemble des commentaires. Le passage au LED ne réduit pas de 50% la consommation. Il réduit, là, pour le coup, les calculs m'ont été communiqués de 22%. Nous avons sur la ville de Flers 3284 points lumineux. Nous avions commencé, vous vous en souvenez, on mettait 60 000, 70 000, 80 000 € par an pour passer au LED. On en avait donc déjà un certain nombre. On a, sous l'autorité de Jacques, changé au LED en un an, en gros, 2200 points lumineux. Et il nous a fallu pour cela réaliser un emprunt. C'est la raison pour laquelle vous aviez tout à l'heure sur le tableau préalable un remboursement qui était de 571 000 en capital en 2025 et une prévision de 707 000 en 2026. D'accord ? Cet emprunt est de 1,6 million d'euros et j'avais pu obtenir du préfet de l'époque, quand il y en avait encore, 800 000 € de fonds verts pour venir bonifier cette opération. Cette opération est aujourd'hui couverte. Ça signifie quoi ? Ça signifie que l'économie réalisée par la double mesure, limitation des plages d'éclairage et passage au LED, cette double mesure couvre totalement l'annuité, c'est-à-dire le capital et l'intérêt de la dette. Elle va même un peu au-delà, compte tenu de la hauteur de la subvention de fonds verts qui a été venue bonifier d'entrée l'opération. Donc elle ne pèse pas sur le contribuable, même si techniquement elle s'affiche dans notre dette, puisque la dette est évidemment remboursée, mais on a moins de dépenses par ailleurs, donc les choses font plus que s'équilibrer. Ça va nous permettre aussi, je le pense, d'avoir plus de souplesse dans la gestion de l'éclairage public. Parce que je vous ai dit qu'on avait renouvelé 2200 points lumineux, mais on a aussi renouvelé 120 armoires électriques. Et ces armoires électriques ont toutes été dotées de commandes à distance, ce qui n'était absolument pas le cas auparavant. Ces commandes à distance vont nous permettre d'avoir de la souplesse, en particulier lorsqu'il y a des manifestations, en particulier lorsque les services
d'incendie et de secours où les services de police pourraient nous demander de rééclairer pour telle ou telle circonstance tel ou tel quartier, ça va devenir possible. Je sais que des programmes de formation pour les agents sont en cours parce que, évidemment, on va pouvoir commander ça à partir d'ordinateurs. Encore faut-il savoir le faire. Un certain nombre de nos concitoyens nous ont fait observer qu'on avait ici ou là des dysfonctionnements, des lampadaires qui s'allument le jour, qui s'éteignent pas à la bonne heure, etc. Oui, quand on change l'ensemble du système électrique d'une ville, il y a un petit peu de rodage à faire, et je voudrais remercier l'ensemble des services, des électriciens qui y ont participé. L'opération est terminée, elle peut être évaluée, et l'objectif que nous nous étions assignés, c'est-à-dire réaliser des économies qui viennent totalement gager l'investissement et qui nous assurent déjà aujourd'hui un surplus d'économies, est atteint. Je voulais le dire parce que c'est le type de pilotage d'une collectivité qui ne fait pas forcément le buzz, mais qui est absolument nécessaire si on veut, dans la situation qui est celle de la France, c'est-à-dire moins de recettes pour les collectivités, continuer à avoir une maîtrise des impôts, ce sera la 16e année consécutive, et continuer pour autant, mais je fais la transition pour repasser la main à Monsieur le Premier adjoint, si on veut pour autant avoir la capacité de continuer à investir. Voilà, je voulais donner cet exemple parce qu'il me semble normal aussi que sur des mesures aussi importantes, vous puissiez avoir de manière objective le résultat des courses, j'allais dire 3 ans après. Voilà. En ce qui concerne les charges de personnel, on prévoit une augmentation de 2 points qui tient uniquement compte de l'augmentation des 3 points du taux des cotisations retraite. C'est-à-dire qu'effectivement, sans cette augmentation, eh bien, on n'aurait pas d'augmentation liée aux charges de personnel. Ça veut dire qu'avec le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire l'évolution normale des carrières de la fonction publique, qui font que tous les ans, votre masse salariale, en tout cas effectivement les charges de personnel augmentent, ça veut dire qu'on simplement une chose, quand il s'agit de remplacer les postes, on se pose la question de savoir comment faire autant avec moins, puisque vous avez une augmentation largement maîtrisée de ces dépenses de personnel qui fait qu'aujourd'hui, avec une augmentation des seuls taux de cotisation retraite, vous avez 2% d'augmentation de ce budget. Donc les 220 000 euros, en fait, vous les retrouvez là, puisqu'on passe de 10 797 000 euros à 11 017 000 euros. Gaëlle Pioline fera un point spécifique sur le personnel, sur les orientations budgétaires du personnel après ma présentation. Alors, les autres charges de gestion courante, pas de changement notable à ce sujet. Sur les charges financières, Monsieur le maire en a parlé, notamment de l'emprunt lié à l'avance remboursable intracting d'un montant d'1 600 000 euros qui avait été contracté auprès de la Banque des Territoires. Le versement des fonds est intervenu en 2024 et puis la première annuité a été enregistrée en 2025. Les provisions sur les créances douteuses sont estimées à 5 000 euros. Et donc, c'est-à-dire absolument rien. Et donc, pour récapituler, on a, en additionnant tout cela aux prévisions budgétaires 2026, on prévoit effectivement des charges en légère diminution
pour atteindre 16 952 000 euros. Donc la situation globale 2026, si on fait la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, on a l'excédent brut de fonctionnement qui devrait atteindre 1 539 000 euros, auquel on enlèverait l'annuité de la dette et les dépenses imprévues, auquel on ajouterait les dotations d'investissement, et donc on aurait une capacité d'équipement net ou un équilibre réel à hauteur de 906 000 euros. Donc vous voyez, effectivement, on revient au niveau antérieur à 2023. Donc, la capacité d'équipement après reprise des résultats de cette année et des années en cours, on a notre capacité d'équipement en 2026 estimée à 906 000 euros. Le besoin de financement de la section des investissements 2025 à hauteur de 1 400 000 euros, effectivement, on les enlève et puis on y ajoute l'excédent de fonctionnement des années précédentes et donc on aurait une capacité d'équipement, c'est-à-dire une cagnotte, après reprise des résultats, hors indemnité sinistre mairie, de 7 millions d'euros. Un petit laïus sur les engagements pluriannuels avant de passer aux investissements. Bon, on a les autorisations de programme et les crédits de paiement. En fait, ça va concerner finalement surtout la rénovation de la mairie, puisque la place du 14 juillet c'est terminé. Et donc, vous aurez un ajustement des crédits de paiement pour la mairie qui vous sera proposé lors du vote du budget 2026, puisqu'on doit effectivement correspondre au plus près de la réalité du programme de rénovation de l'hôtel de ville et communautaire. Les investissements, donc 2026, alors bien évidemment, on n'est pas au budget. Il y a des arbitrages qui restent à faire, qui sont, j'allais dire même, à faire tout court, puisqu'on a construit les orientations, c'est-à-dire avec les éléments qu'on avait à notre connaissance, la capacité d'investissement de la ville de Flers. Et donc, avec ces contraintes-là, on devra effectivement faire nos choix. Et ces choix-là ne devront pas excéder, à mon sens, 2,5 millions d'euros subventions déduites. Parce que si vous prévoyez 7 millions d'euros d'investissement d'un coup, c'est-à-dire vous pouvez le financer, vous avez 7 millions d'euros de cagnotte, mais enfin vous ne pourrez plus rien faire pour le reste du mandat. Puisque si vous prévoyez 7 millions d'euros dès le début, eh bien forcément que vous ne pouvez plus rien faire, ou alors ça suppose que vous prévoyez de faire des choses que vous ne ferez jamais, puisque bien évidemment on est incapable de financer 7 millions d'euros sur une seule année. Et donc c'est pour ça qu'on devra se limiter à la fois pour continuer un haut niveau d'investissement et de nos capacités d'équipement sur la ville de Flers, mais aussi pour éviter d'amputer l'avenir. On devra aussi effectivement se limiter à sans doute prévoir des investissements à hauteur de 2,5 millions d'euros, j'insiste, subventions déduites. Donc les principaux projets recensés à ce jour, on a le patrimoine, c'est-à-dire la poursuite du projet de rénovation de la mairie. On a la poursuite des travaux de rénovation thermique des écoles et de leur mise hors d'eau, les travaux d'accessibilité de la MJC. Sur les espaces publics, on a l'aménagement de la rue de la Géroudière, dont Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. L'aménagement de la rue Abel Cornu, qui fait l'objet d'un échange avec le département et qui est en cours. Sur le sport, on a la fin des travaux de la piste d'athlétisme et puis, je l'indiquais, la municipalité devra arbitrer sur les autres projets. Et puis enfin, un petit mot sur la dette qui est lisse, de manière structurelle, qui est composée de 7 emprunts avec une durée de vie résiduelle de 12 ans et 9 mois, une dette qui est saine puisque près de 90% des emprunts sont à taux fixe et non pas à taux variable ou à pente, donc elle est sécurisée.
Là-dessus, nous n'avons pas, j'allais dire, de réels soucis par rapport au changement de conjoncture. Et donc l'évolution de l'encours de dette depuis 2016, et notamment de l'encours de dette par habitant, eh bien, après une légère augmentation en 2024 liée justement à la souscription de l'emprunt pour financer la rénovation de notre éclairage public, eh bien, de nouveau continue à diminuer, ce qui fait qu'on se situe en dessous eh bien, de la dette par habitant des villes de ce traditionnellement qu'on appelle de même strate. Et donc la ville de Flers prévoit en 2026 toujours de financer des investissements à haut niveau, mais également à poursuivre son désendettement. Et je laisse la parole à Gaël Pioline concernant les orientations budgétaires du personnel. Peut-être un mot sur... peut-être un mot sur, puisque ça vient d'être évoqué, la piste d'athlée et le terrain d'honneur de foot. J'entends dire à peu près tout et n'importe quoi, donc je vais rétablir les choses très tranquillement et puis très rapidement, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Le premier point, la piste d'athlée, en accord avec Jean-Pierre et avec les services de la direction des sports, on n'a pas souhaité hypothéquer l'avenir. C'est-à-dire qu'on aurait pu finir et mettre la résine. Mais si vous le faites dans de mauvaises conditions, c'est une piste qui tient 10 ans au lieu de tenir 25 ans ou 30 ans. Donc, pour que ça fasse joli tout de suite, je n'ai pas voulu, et Jean-Pierre ne me l'a pas demandé non plus, il m'a même demandé l'inverse, qu'on pose la résine dans des conditions qui n'étaient pas la bonne. Donc on la posera au printemps et il n'y aura aucune difficulté. Dans le même temps, on a quand même fait tracer les couloirs de telle manière qu'à ce que, dans des conditions qui ne sont pas les conditions de la compétition, bien entendu, mais le club d'athlétisme puisse en bénéficier et les écoles puissent en bénéficier. Ça, c'est le premier point. Sur le second point, qui est encore plus croquignolé, c'est le terrain d'honneur. Alors, je rencontre en ce moment, rue du 6 juin, des spécialistes absolus du drainage des terrains d'honneur. Et tout le monde a son avis sur la question. Il y a zéro problème en réalité sur le terrain d'honneur. On a probablement non pas un problème d'infiltration, mais un problème de casse, de canalisation, d'irrigation qui nous crée à un seul endroit de ce terrain-là une difficulté qui n'en est d'ailleurs pas une quand il fait sec. Mais comme vous l'avez remarqué, il pleut de temps en temps en Normandie et en ce moment, il semble y avoir une concentration de temps en temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre le terrain d'honneur et les autres terrains en herbe. Ils sont juste pas praticables parce qu'ils sont inondés. Et Dieu merci, on peut accueillir les compétitions quand même, puisque vous avez voté et nous avons fait un terrain synthétique qui, lui, reste disponible. Il n'y a absolument rien d'autre à chercher que cela. Bon, vous me direz, tant que c'est des sujets légers comme ceux-là qui occupent les réseaux sociaux, ce n'est pas trop grave. Mais à un moment donné, je profite quand même du conseil municipal pour un peu remettre les choses d'équerre. Voilà, la parole est à Madame Pioline. Merci beaucoup. Alors, oui, mais en revanche, je ne peux pas te donner la parole si celui-là n'est pas allumé. C'est bon. C'est bon. Voilà, donc comme nous l'avons vu avec Monsieur Eloko, le DOB est un document normé, doit contenir des informations chiffrées sur le budget, mais aussi sur le personnel. Donc là, vous avez une série de petits tableaux qui vous donnent la photographie d'une année sur l'autre de nos effectifs. Le premier tableau, il s'agit de la répartition des effectifs physiques permanents selon le statut et la catégorie. Vous verrez donc que nous sommes en 2025 au 1er novembre 225 justement personnes dans nos rangs, dont 199 titulaires et 26 contractuels. Nous étions 228 l'année passée pour 26 contractuels et 202 titulaires, donc l'évolution est minimale.
le tableau en équivalent temps plein. Donc voilà, vous pouvez le voir. Le tableau suivant évoque plutôt la répartition des effectifs par temps de travail. Donc nous avons en 2025 175 temps plein pour 12,7 temps partiels et 28,35 temps non complets qu'on retrouve assez généralement parmi les catégories C, puisqu'il s'agit des agents scolaires, pratiquement uniquement des agents scolaires. Le tableau suivant, il s'agit, là encore, c'est une déclinaison de ces tableaux-là, entre la répartition entre titulaires contractuels sur les effectifs en temps de travail. Donc ça donne un équivalent temps plein, 216 équivalents temps plein. Voilà, j'évoquais les 225 tout à l'heure, c'était évidemment en nombre d'agents. En dépenses, Laurie évoquait tout à l'heure le montant de la masse salariale. Donc le montant en 2024 réalisé est donc de 10 267 000, etc. Avec un taux de réalisation très très élevé, évidemment, autour de 96%. Donc là, il s'agit évidemment des salaires et cotisations. Vous avez donc, si on détaille un petit peu en salaire de base, donc nous avons versé salaire de base. Vous savez, les fonctionnaires, vous avez le salaire de base et le régime indemnitaire. Donc nous avons versé à nos agents 4 668 000 et au personnel contractuel 875 000. Voilà, petit tableau, vraiment c'est très détaillé. Et le régime indemnitaire, donc 649 774 pour les titulaires et 116 000 pour les contractuels. Nous avons aussi payé des heures complémentaires et des heures supplémentaires. Donc les heures complémentaires, c'est des heures qu'on peut demander à des agents qui ne sont pas à temps complet, de les faire en plus pour remplacer ou suppléer l'absence d'un collègue. Donc là, vous voyez que les heures complémentaires sont un petit peu en baisse cette année, mais il y a une petite augmentation des heures supplémentaires, une hausse très très légère. Donc là, évidemment, ça dépend des arrêts maladie, ça dépend aussi des intempéries, s'il y a de la neige, etc., etc. Les mesures extérieures à la collectivité, Laurie évoquait tout à l'heure, on a une hausse de 3 points de la cotisation, des cotisations CNRACL, donc des cotisations retraite, pour un surcoût d'ores et déjà de 115 000 €, et ce sera l'année prochaine 220 000 €. La durée effective du travail, donc évidemment, nos agents travaillent tous 1607 heures, mais en fonction de leur choix ou alors pour les raisons de service, vous pouvez travailler à 35 heures sur 4 jours. Donc dans ces cas-là, vous ouvrez droit à 20 jours de congés octroyés par la collectivité. 35 heures sur 5 jours, dans ces cas-là, vous avez 25 journées de congés. Voilà, enfin, vous avez tous les tableaux, je ne vous fais pas le détail, c'est facile à lire. Nous aurons d'ores et déjà 8 départs en retraite prévus pour le moment, dont 4 chez nos agents des services scolaires et périscolaires, etc., etc. Voilà. Et puis, voilà, prévision de recrutement habituel. Donc, on continue à remplacer les effectifs et en fonction de nos réorganisations. Parfois, effectivement, les missions changent un peu, mais comme vous pouvez le voir, entre 2024 et 2025, les effectifs sont quasiment les mêmes. Merci. Écoutez, il s'agit, comme son nom l'indique, d'un débat d'orientation budgétaire. Donc, j'ouvre, le cas échéant, les demandes d'intervention. Monsieur Brisset, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Nous avons pris connaissance du rapport sur les orientations budgétaires pour l'année 2026, sur lesquelles nous souhaitons partager quelques observations. Tout d'abord, il est important de souligner que nous évoluons, et vous l'avez fait puisque c'est évidemment demandé dans un débat d'orientation budgétaire, donc, nous évoluons dans un contexte économique national incertain, au titre duquel les collectivités restent exposées aux évolutions des dotations, aux fluctuations des coûts de l'énergie et des réformes de l'État et de la parole de l'État donnée et reprise. Sur la situation financière de la ville, nous notons d'une part des recettes de fonctionnement globalement stables, autour de 18 millions d'euros en 2026, proche de l'an dernier, mais affectées par plusieurs facteurs. Vous l'avez dit, la baisse de la DGF liée à la démographie,
et une réduction de la compensation de la réforme de la taxe foncière sur les locaux industriels, 122 000 €. Et puis la suppression du FCTVA sur les dépenses de fonctionnement. D'autre part, des charges de fonctionnement orientées à la baisse, malgré des situations inégales par chapitre, avec la charge du personnel qui augmente, avec le point de cotisation retraite que vous avez mentionné. Donc malgré les incertitudes et les contractions de recettes du fait national, de l'État principalement, on constate une augmentation de l'excédent brut de fonctionnement et de l'épargne. Une remarque donc à ce propos, cette augmentation de l'épargne de la ville soulève la pertinence d'engager une réflexion sur la baisse de la fiscalité, ou autrement dit, sur la pertinence de redonner aux Flériens une partie du résultat financier de la ville. L'enjeu est de rechercher une diversification des recettes au-delà de la fiscalité et des dotations. Le rapport de la Cour des comptes de 2023 nous donne quelques pistes pour cela, par exemple en matière de valorisation patrimoniale ou d'optimisation de la gestion des fonctions de support. Donc certes, il n'y a pas d'augmentation des taux de fiscalité, mais nous pensons qu'il existe la possibilité d'aller plus loin. Voilà, simplement quelques observations sur le débat. Je vous remercie. Merci, Monsieur Brisset. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Écoutez, je vous remercie d'abord de partager les constats. Évidemment, une situation nationale très incertaine. Je vous remercie de prendre acte des efforts de gestion, de la baisse qui reste relative, hein, parce qu'il faut bien fonctionner, des dépenses de fonctionnement. Je vous remercie de prendre acte de l'augmentation de l'épargne, même si elle reste limitée. Pardon de ne pas aller dans votre sens. Je sais que les élections municipales approchent, mais non. Quand on est dans une situation où on a une incertitude nationale, de toute manière, et on ne sait pas à quel niveau ce sera, mais une baisse des recettes, on ne baisse pas dans le même temps le taux des impôts, sauf à vouloir suicider la ville. Elle a suicidé financièrement pour être obligée ensuite, une année ou 2 années après, de faire exactement l'inverse et avec une ampleur beaucoup plus importante. Je suis preneur de ce que vous appelez la valorisation patrimoniale. Vous allez me dire ce que la ville doit vendre, parce que en termes d'optimisation de la masse salariale et d'optimisation des mutualisations, je crois que nous sommes une des collectivités, Ville de Flers et Flers Agglo, les plus avancées en la matière, puisque l'ensemble de nos services sont aujourd'hui mutualisés. Donc merci encore de prendre acte de la bonne gestion de la ville, mais je ne souscrirai pas, et encore moins par démagogie, à cette invitation à baisser les impôts. Nous les maintenons depuis 16 ans dans un contexte extrêmement difficile. Si nous voulons continuer à faire des choses pour notre population et à faire des choses pour notre ville, il faut garder un minimum de capacité de manœuvre, et je pense que les Flériennes et les Flériens peuvent comprendre aisément ce que je dis ce soir. Je constate donc que plus personne... Pardonnez-moi, monsieur le premier adjoint, je ne constate rien du tout et je vous donne la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, effectivement, tous les 6 ans, on entend cette promesse de baisser les taux, qui, en fait, est une promesse simplement pour appâter les électeurs.
puisque chaque baisse d'un point des taux, ça représente au minimum 80 000 € pour le budget de la ville de Flers. Par habitant, et encore, il faudrait raisonner sans doute par contribuable, on serait de l'ordre entre 5 et 10 € maximum. Mais nous, c'est 3 postes. Et nous, effectivement, c'est chaque point. Donc, je ne sais pas à quel niveau. On peut très bien proposer une baisse de 20 points, par exemple. Je ne sais pas quel est le niveau de cette baisse. Toujours est-il que lorsque vous avez une inflation et des dépenses obligatoires, je pense au taux de retraite de 3 points qui induit 220 000 € de dépenses, et que de l'autre, vous promettez effectivement une baisse des taux, bah, en fait, c'est simplement de la démagogie. Voilà. Donc, ou alors, on fait d'autres choix, c'est-à-dire de moins rénover nos écoles, de ne plus faire de pistes de rénovation de pistes d'athlétisme, de moins soutenir nos clubs sportifs, de moins refaire de routes, de effectivement moins financer aussi de services publics, d'agents dans nos écoles. On peut faire ces choix-là. Ben, je crois que ces choix-là, on va les refuser. On refusera effectivement de les faire, puisque de l'autre côté, eh bien, expliquer aux Flériens que si ils ont 5 € de moins de taxes foncières à payer, eh bien, de l'autre, vous aurez effectivement moins de projets. Je pense que les Flériens feront encore une fois le choix de la raison. Merci. Pour le coup, je regarde bien, pas de demande de prise de parole. Je considère donc le débat d'orientation budgétaire ne faisant pas l'objet de vote, que le débat d'orientation budgétaire a eu lieu et que l'Assemblée est suffisamment éclairée. Et nous avons donc à partir de ce moment 2 mois pour adopter le budget. La délibération suivante, c'est l'ouverture de crédit anticipé, Monsieur le Premier adjoint. Alors, où est-ce que je suis? Crédit, voilà. Donc, délibération d'ordre numéro 21. Donc, effectivement, c'est 20 000 €. Moi, j'ai 21, moi. C'est 22? Bon, peu importe. Moi, j'ai 20 000 € sur ma délibération. Oui, 20 000 €, mais le numéro d'ordre. C'est 20 000. Oui, 20 000 €. Mais effectivement, je parlais du numéro d'ordre. Ah, pardon, oui, numéro d'ordre 21. Oui. Mais on va y arriver, c'est 20 000 € de... Voilà, de montant. Je le confirme. Voilà, pour Ouais. les dépenses d'investissement hors autorisation de programme sur le budget 2026. Voilà. Délibération habituelle, Oui, classique. petite ouverture. On Oui. aurait pu faire beaucoup plus légalement. Mais petite. On a une ouverture beaucoup plus grosse sur l'agglo. Pas d'opposition, d'abstention. On a ensuite la dernière décision modificative de l'année, la DM3, sur le budget général. La décision modificative numéro 3. Donc, sur nos dépenses d'investissement, il vous est proposé de prendre en compte le complément des petits travaux à la petite A. On en avait déjà voté. Voilà, et donc là, c'est la fin du petit équipement, mais pas évidemment de la rénovation qui vous sera proposée à l'avenir. Pareil sur la fin de l'effacement des réseaux rue de la Géroudière. 67 000 € pour la piste d'athlétisme, mais en réalité, on ne sort pas du cadre budgétaire qui était le nôtre. C'est simplement, effectivement, pour terminer, finalement, de payer les entreprises. Et puis... et permettre la demande de subvention. La demande de subvention, tout à fait. La végétalisation de l'école, de la cour d'école Paul Bert, 19 000 €. Défense incendie à hauteur de 11 000 €. Et donc, effectivement, avec des écritures d'ordre. Et puis... alors, vous voyez, terrain, moins 77 000 € et travaux en cours. En réalité, c'est les anciennes dépenses imprévues. Donc, pour équilibrer cette DM, effectivement, on équilibre de cette manière-là.
Et puis en fonctionnement, vous avez divers travaux en régie, en tout cas la fourniture à ces travaux-là, pour 45 000 euros. Et effectivement, on équilibre de la même manière, mais cette fois-ci sur le chapitre, sur la section, pardon, fonctionnement. Voilà les quelques modifications du budget 2025. OK. Des questions? Opposition, abstention, adopté. Monsieur Eloko, toujours la fixation des tarifs, interventions diverses en régie. Oui, je pense qu'on peut. Oui, c'est 2%. On peut passer vite, 2%. Voilà. Délibération d'ordre numéro 23, des oppositions, des abstentions. Vous vous abstenez. Très bien. Pas d'augmentation. Pareil pour la repro. Non, pas d'augmentation. Pas d'augmentation. On l'utilise quasiment plus. Oui. Donc, ça et puis je crois que c'est encadré. Oui, oui. Ouais. Des oppositions, des abstentions? On n'en voit pas. Je vais passer la parole à Madame Pioline. C'est bizarroïde, ça. Ah non, faut que tu éteignes ton... Oui. Il y a quelques délibérations sur le personnel. Donc l'actualisation habituelle du tableau des effectifs. On commence par celle qui concerne la direction des finances. Donc on transforme 5 agents de gestion comptable à temps complet qu'on place au cadre d'emploi des adjoints administratifs. Le point suivant sur la direction du patrimoine, notre directeur du patrimoine a rejoint la région caennaise. Nous avions un poste, nous réouvrons donc le poste au cadre d'emploi des ingénieurs. Il y a un petit peu plus de mouvement à la direction de la solidarité, qui nous a présenté sa nouvelle organisation. Toujours d'améliorer la qualité de service rendu à la population, et puis une organisation qui était peut-être moins en phase avec les besoins du moment. Donc il y a l'arrêt du service de la téléassistance, la volonté politique de renforcer la présence du CCS sur le terrain, les besoins toujours d'avoir, de structurer le pôle senior, et puis surtout des difficultés rencontrées à l'accueil avec des situations de plus en plus difficiles qui nécessitent une intervention immédiate d'un travailleur social. Donc on profite du fait qu'il y a un agent d'accueil qui parte à la retraite en avril 2026 pour transformer ce poste en conseiller ou conseillère sociale. Donc c'est au cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs. Et puis le dernier point concerne une création de poste. Là, on parlait tout à l'heure de notre patrimoine immobilier. Certes, la ville de Flers est riche de son patrimoine immobilier, mais il faut en assurer un suivi rigoureux, effectivement, pour le valoriser au mieux. Donc là, on vous propose de créer un poste de coordinateur maintenance bâtiment pour répondre à cet objectif. Voilà, donc un poste ouvert au cadre d'emploi des techniciens. Merci. Des demandes d'intervention? N'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Adopté. Ensuite, le tableau des effectifs. C'est le toilettage habituel pour tenir compte des avancements, des divers ajustements liés aux réorganisations. Donc là, on supprime des postes qui n'ont plus lieu d'être puisque les gens ont eu un avancement, donc ils changent de catégorie. Donc ouverture, fermeture, c'est du toilettage. Des opérations d'ordre, comme on dit. Pas d'opposition, pas d'abstention. Une convention, l'actualisation d'une convention pour les collaborateurs bénévoles du service public. Tout à fait. On avait déjà une convention que nous avions adoptée en avril 2019, qui était pour encadrer, sécuriser l'accueil des bénévoles qui donnent un bon coup de main à nos diverses manifestations, même les missions de service public, notamment au CCS avec l'épicerie sociale.
Donc là, ça permettait déjà de les couvrir avec l'assurance responsabilité de la ville. Donc là, nous complétons cette convention avec l'autorisation qui vous est demandée de pouvoir rembourser des frais de déplacement donc de ces bénévoles, et puis aussi qui permettra d'encadrer l'usage de l'outil informatique, parce que là, du coup, on va leur permettre d'accéder parfois au réseau informatique de la collectivité. Merci aux bénévoles. Oui, merci aux bénévoles, bien sûr. Bénévoles. C'est important d'avoir des bénévoles comme ça. C'est aussi important d'avoir une charte et, et aussi de leur assurer des conditions de travail et une protection nécessaire. Des questions, des oppositions, des abstentions à adopter. Je crois que vous en avez fini, Madame Pioline. Je repasse la parole à Monsieur Eloko sur la nomenclature des marchés publics. Oui, c'est mise à jour. Une légère mise à jour. Vous avez effectivement, pour prendre en compte la nature de produits, de fournitures ou services qui effectivement n'apparaissaient pas dans cette nomenclature, eh bien, par exemple, vous avez équipement de sécurité, logique pour réseau informatique. Donc, tout ça figure à cette nomenclature en jaune fluo. Et donc, je vous laisse effectivement prendre connaissance et d'adopter cette nouvelle nomenclature. Pas d'opposition, d'abstention. On a ensuite une délibération numéro d'ordre 29 sur des formations en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques. Oui, tout à fait. C'est pour lancer la consultation et effectivement aussi l'autorisation de signature. C'est un renouvellement de ces formations spécifiques. Et donc, ça prendra fin en juillet 2026. Et donc, il convient dès à présent de lancer une nouvelle procédure pour lancer ces marchés avec des prestations qui seront alloties en 8 lots. Et il y aura effectivement des accords cadres à bon de commande avec des marchés d'une durée d'1 an reconductible 3 fois, soit une durée maximale de 4 ans. Et la ville et l'agglo ayant des besoins similaires dans ce domaine, il y aura lieu effectivement à mener cette procédure dans le cadre d'un groupement de commandes. Vous avez effectivement le montant maximum sur la durée tant pour la ville que l'agglo qui figure en bas de la délibération. Parfait. Pas de questions, d'opposition, d'abstention. Ensuite, le marché public relatif au balayage manuel et mécanisé. Ça peut être les ZAT, ça. Tout à fait. Ouais. Et donc, il arrive à terme en avril prochain. Il convient effectivement de relancer l'appel d'offres. 4 ans, avec un montant sur cette durée de 600 000 € hors taxe. Et donc, il convient de lancer une procédure d'appel d'offres, non pas dans le cadre d'un groupement de commandes, mais simplement, effectivement, à l'échelle de la ville de Flers. Parfait. C'est le marché que nous avons avec les ZAD. Tout à fait. Oui. Bon marché qui nous permet de satisfaire à nos obligations en matière de handicap. Alors, pour partie. Pas d'opposition, d'abstention. Ensuite, plutôt une bonne nouvelle. Oui. La nouvelle proposition de la SMALC sur l'assurance aux biens de la ville de Flers. Oui, tout à fait. Effectivement, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 12 novembre 2025 et on a eu effectivement une bonne surprise puisque, pour rappel, le contrat actuel souscrit auprès de cette compagnie qui assure les collectivités locales et qui est d'ailleurs la seule qui répond à nos appels d'offres, avait des conditions tarifaires que je qualifie d'exorbitantes, puisque la prime 2025, toute taxe comprise, était 276 000 € et avec une couverture qui faisait qu'on tournait le dos finalement, puisque vous aviez une franchise générale de 200 000 €, sauf pour l'incendie à hauteur de 1 500 000 €. Et les catastrophes... 1 500 000 € de franchise. Voilà. Et donc, on a ouvert
On a ouvert les plis et effectivement, on a retenu une nouvelle offre avec le taux de couverture le plus haut, puisque la différence des primes était énorme, à tel point que la prime que nous avons retenue est celle la plus haute, à hauteur de 99 000 €, alors qu'on était à 276 000 €. Vous voyez quand même la différence. Et la franchise générale est de 50 000 au lieu de 200 000. Et l'incendie, 200 000 au lieu d'1,5 million. Donc vous voyez effectivement que oui, c'est le jeu effectivement des assureurs. Pardon, je vais éviter d'être désagréable, mais en tout état de cause, 99 000 € de cotisation sur la ville de Flers au lieu de 276 000 pour un taux de couverture qui est réel, puisqu'à 200 000, vous allez être couvert. À 1,5 million, à part le château, du bois, rien n'est couvert. Donc effectivement, là, on peut dormir tranquille, entre guillemets. On est couvert, on est bien couvert, et on paye quasiment 3 fois moins que ce qu'on a payé effectivement par an depuis maintenant 4 ans. Voilà, monsieur le maire, la bonne nouvelle de la soirée. On peut y voir aussi un signe. Oui. Le niveau de sinistralité sur la ville a beaucoup baissé. Largement. Et c'est au vu de cette baisse, avec les calculs que les assureurs font, on connaît leurs abacs, là, c'est au vu de cette baisse que la proposition nouvelle nous est faite. Et elle est quand même très très différente de la proposition qui prévalait. On s'était même, pour tout vous dire, demandé si à un moment donné on n'allait pas faire comme l'État, c'est-à-dire qu'on n'allait pas décider d'être notre propre assureur. Et on avait décidé de ne pas le faire, essentiellement à cause du château, parce qu'on n'avait pas la masse financière pour assurer un bien qui de toute façon n'est pas reproductible s'il y a un gros pépin. Voilà. Même si je rappelle quand même qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège de la grenouille et de l'eau chaude, puisque les cotisations qui étaient les nôtres il y a quelques années étaient de 30 000 €. Oui. Oui. Mais bon, il faut quand même se réjouir. Vous savez ce que c'est que la grenouille et l'eau chaude? C'est la grenouille qui ne se rend pas compte que la température augmente. Un peu comme Donald Trump, si vous voulez. Donc voilà. C'est ça. Parfait. Je pense que sous votre contrôle, on a épuisé l'ordre du jour. Le conseil étant un conseil ordinaire, il appelle le cas échéant des questions diverses. Pardon, je n'ai pas fait voter, oui. C'est très juste. Il y en a un qui suit. Oui, je n'ai pas fait voter, pardonnez-moi, sur cette cotisation d'assurance, des oppositions, des abstentions. Les oppositions, vous allez me dire pourquoi, parce que ça va plutôt dans le bon signe. Merci, et merci Laurent de ta vigilance. Y a-t-il des questions diverses? Oui, monsieur Catherine, je vous en prie. Vous avez la parole. Oui. Voilà, depuis le dernier conseil municipal, nous avons appris la fermeture en 2026 de l'usine Torbel à Tingebray. Les actionnaires du groupe qui ont pris cette décision et qui jettent à la rue 76 salariés, font-ils face à de grandes difficultés ou sont-ils ruinés? Ben non, ils ont juste décidé d'arrêter de produire des outils de jardin et de concentrer leurs capitaux sur les ferrures de bâtiments plus rentables pour eux. Par contre, pour les ouvriers qui, depuis des générations, par leur travail, ont fait la fortune des propriétaires successifs, eh bien, cette décision est une catastrophe, comme elle l'est pour les travailleurs de Forvia-Messé et ceux de Caligny, à qui on a annoncé pratiquement du jour au lendemain la suppression de leur emploi sans possibilité de reclassement. Et ce qui se passe ici dans l'Orne, eh bien, ça se passe partout
partout ailleurs. Il ne se passe pas en effet d'une semaine sans l'annonce de la fermeture d'une usine ou d'un plan de licenciement. Alors tout ceci, c'est révoltant. Comme cela révolte de nombreux travailleurs, même si beaucoup restent sans perspective et ne voient pas comment faire face aux attaques incessantes du grand patronat. Mais j'en suis convaincu, cette révolte finira bien par s'exprimer. Mais pour se défendre, eh bien, les travailleurs ne pourront compter que sur eux-mêmes. Merci. Merci, Monsieur Catherine. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Oui, Angela. Faut que oui. Voilà, c'est bon. tu as la parole. Bon, j'en profite pour ajouter quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure et je me disais que c'était bien de finir par une note positive au sujet de l'exposition temporaire au musée. On avait tous les ans plutôt une augmentation régulière de la fréquentation et cette année on a vraiment augmenté les chiffres puisqu'on devait être autour de 8000 visiteurs l'an passé et là on avoisine les 10 000 ou voilà, je n'ai pas encore les chiffres exacts, mais je trouve que c'est assez bien et c'est aussi un bon indicateur. Voilà, en plus de la baisse des incivilités, de savoir que les gens se sont un peu plus déplacés encore cette année, c'est très, je pense, un très bon marqueur aussi pour la ville. Donc merci à tous les Flériens qui sont venus et les gens de l'agglo et autour, et les touristes et les étrangers. Voilà. Merci pour nos équipes. Merci beaucoup, Angela. Juste un mot, Monsieur Catherine, pour vous dire que moi, je m'associe à votre souci s'agissant des salariés de Torbel. Je voyais venir cette décision depuis très longtemps. Mais c'est sûr que c'est un mauvais coup pour Tinchebray, c'est un mauvais coup pour le bocage. Et j'ai reçu les syndicats, en particulier la CFTC, qui sont venus me voir. Bon, c'est un peu difficile pour moi d'intervenir parce qu'on est en dehors de Flers-Aglo. Mais effectivement, vous avez raison, et en particulier pour le bassin de Tinchebray, c'est pas un bon signe. Et pour les familles, c'est très, très compliqué parce qu'on n'a pas là forcément des gens très formés. On a des gens qui ne sont pas à la retraite, qui ont encore 10 ans, 15 ans à faire. Donc c'est pas simple du tout. Je voulais vous dire que je m'associe à ce souci pour les familles du bocage. Ne voyant pas d'autres demandes d'intervention, je vais lever la séance et vous remercier de votre attention.